Noël s'annonçait magique. Le sapin brillait de mille lumières, la table débordait de plats, et les parents allaient arriver d'un moment à l'autre avec des cadeaux. Mais quand le père franchit le seuil, les bras chargés de paquets, son sourire se transforma en incompréhension. Pourquoi ma fille n'est-elle pas à table? La réponse du mari tomba comme un coup de tonnerre. Je l'ai mise dehors. Elle ne plaît pas à ma mère. La belle-mère était assise à côté, l'air satisfait. Bonjour, chers auditeurs. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Je vous présente une nouvelle histoire captivante. Bonne écoute. Isabelle se réveilla parce que Kir la secouait par l'épaule. Debout, maman arrive dans 2 heures. Il faut aller l'accueillir. Elle ouvrit les yeux et fixa le plafond. Le 23 décembre. Anke vivait avec eux depuis 2 mois. Les fêtes promettaient d'être mémorables. Je t'avais dit que j'irais la chercher tout seul. Kir enfilait déjà son jean, s'agitait devant l'armoire. Mais maman a dit qu'une belle fille correcte devait venir aussi, pour montrer du respect. Isabelle s'assit sur le lit et se frotta le visage avec les mains. Dehors, le jour se levait à peine. L'horloge indiquait 7h30. Le train de la belle-mère arrivait à 10h. Il fallait partir dans une demi-heure. La gare était à l'autre bout de la ville, et les embouteillages d'avant-fête étaient terribles. D'accord, dit-elle doucement. Je m'habille. Dans la voiture, il faisait froid. Le chauffage n'avait pas encore réchauffé l'habitacle, et Isabelle s'enroulait dans son écharpe en regardant les rues grises de décembre. Kir se taisait, concentré sur la route. Comme prévu, la circulation était dense. La ville se préparait pour les fêtes, des guirlandes pendaient aux lampadaires, les vitrines brillaient, les gens se pressaient avec des sacs bien remplis. Maman a dit qu'elle nous apporterait des cadeaux. Kir rompit enfin le silence. À Lyon, elle a trouvé une boutique spéciale avec de vrais produits fermiers. Elle dit qu'à Paris, tout est chimique. Isabelle hocha la tête sans quitter la fenêtre des yeux. Elle connaissait ce ton. Kir parlait toujours ainsi quand il évoquait sa mère. Avec admiration, avec une intonation particulière, comme s'il s'agissait d'une personne aux mérites exceptionnels. Anke savait impressionner. En 3 ans de mariage, Isabelle avait appris à connaître sa belle-mère comme un manuel, par cœur, notes comprises. Ils arrivèrent 10 minutes avant l'arrivée du train. La gare bouillonnait. Des foules avec des valises, des cris d'enfants, des annonces au haut-parleur. Isabelle frissonna. Il faisait froid dans le bâtiment, des courants d'air passaient de l'entrée au quai. Kir consultait nerveusement son téléphone, jetait des coups d'œil au panneau d'affichage. Ça y est, il arrive. Il se redressa, soudain animé. Le train entra en gare à l'heure exacte. Les passagers commencèrent à descendre, et bientôt Isabelle aperçut une silhouette familière. Anke avançait d'un pas rassuré. Long manteau bleu marine, cheveux relevés en chignon soigné. Une expression solennelle sur le visage, comme si elle arrivait non pas de Lyon, mais d'une grande capitale européenne. Kir. La belle-mère ouvrit les bras. Son fils se précipita vers elle, l'embrassa, attrapa la valise. Isabelle s'approcha à son tour et força un sourire. Bonjour, Anke. La belle-mère la dévisagea d'un air évaluateur et hocha brièvement la tête. Bonjour. Tu es bien pâle. Tu n'es pas malade? Non, tout va bien. Isabelle attrapa le sac que Kir n'avait pas eu le temps de prendre. Maman, le trajet s'est bien passé? Kir s'affairait autour d'elle, lui prit le bras et l'entraîna vers la sortie. Pas trop fatigué? Le wagon était confortable? Oh, ne m'en parle pas, Kir, soupira Anke. J'ai eu une voisine si bruyante, elle a passé tout le trajet au téléphone. Je lui ai fait des remarques plusieurs fois, mais les gens sont tellement mal élevés aujourd'hui. Ce n'était pas comme avant. Ils sortirent et se dirigèrent vers le parking. Isabelle marchait un peu derrière, tirant le sac. Il était lourd, la sangle lui sciait l'épaule, mais Kir ne se retourna même pas. Il écoutait sa mère, acquiesçait, répondait. Dans la voiture, Anke s'installa à l'avant. Isabelle monta à l'arrière. La belle-mère grimaça aussitôt. Kir, il fait froid ici. Tu as mis le chauffage? Maman, il est à fond. Kir tourna le bouton d'un air coupable. Ça va chauffer. Tu aurais dû faire chauffer la voiture avant. Anke secoua la tête. Je suis une personne âgée, je ne peux pas attraper froid. Isabelle serra les lèvres en regardant dehors.
Une personne âgée. Anke avait 58 ans. Elle travaillait comme comptable, allait au fitness 2 fois par semaine et partait régulièrement au soleil. Mais quand ça l'arrangeait, elle rappelait son âge, surtout pour faire culpabiliser. Tout le trajet jusqu'à la maison, la belle-mère parla de Lyon, des connaissances, du travail, de la voisine Claire, dont la belle-fille était un vrai trésor, excellente cuisinière, maison impeccable, un petit-fils dès la première année. Isabelle écoutait d'une oreille, comptant en silence les jours avant le départ de la belle-mère. 14. On pouvait tenir. Ils arrivèrent à la maison à l'heure du déjeuner. L'appartement, un 3 pièces lumineux en plein centre avec de grandes fenêtres, venait de la grand-mère d'Isabelle. Plus exactement de son père, qu'il avait mis au nom de sa fille comme cadeau de mariage. Isabelle avait pleuré de joie, enlacé son père, l'avait remercié. Sven avait simplement souri et dit « Vivez tranquille, ma chérie, c'est à toi ». En réalité, l'appartement était resté au nom du père. Il avait expliqué simplement, juste au cas où, Isabelle. On ne sait jamais ce que la vie réserve. Mais tu sais bien que c'est le tien. Isabelle n'y avait pas attaché d'importance. Son père avait toujours été prudent, habitué à tout calculer. Elle lui faisait une confiance totale. Kir porta la valise dans la chambre préparée pour sa mère. Anke fit le tour de l'appartement, examinant chaque coin. Elle s'arrêta dans le salon et passa le doigt sur le rebord de la fenêtre. De la poussière, constata-t-elle. Kir, tu disais pourtant que ta femme était propre. Isabelle se tenait sur le seuil, sentant la colère monter. Elle avait fait le ménage toute la veille, lavé les sols, essuyé la poussière, nettoyé la salle de bain. L'appartement brillait. Anke, j'ai fait le ménage hier, dit-elle d'une voix calme. Eh bien, pas assez soigneusement, apparemment. La belle-mère haussa les épaules. Ce n'est pas grave, je repasserai moi-même. J'aime l'ordre. Kir se taisait, absorbé par son téléphone. Isabelle attendait qu'il dise au moins un mot pour la défendre, mais il semblait ne rien entendre. Je vais préparer le déjeuner. Isabelle se détourna et alla à la cuisine. Elle posa les mains sur le plan de travail, ferma les yeux et expira lentement. 14 jours. Juste 14 jours. Elle sortit un poulet du réfrigérateur et commença à le découper. Des pas se firent entendre derrière elle. La belle-mère entra dans la cuisine, s'assit sur une chaise et posa les mains sur ses genoux. « Mais comment tu découpes le poulet ?» Anke pencha la tête sur le côté. « Ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord séparer les blancs, puis les cuisses. Et toi, tu haches tout ensemble. » Isabelle continua de découper, en évitant de regarder sa belle-mère. « Je fais toujours comme ça. » Voilà pourquoi le résultat n'est pas terrible, soupira Anke. Kir, lui, ne se plaint pas, c'est un garçon délicat. Mais moi, je vois bien. Tu devrais apprendre, lire des livres de cuisine. À ton âge, moi, je savais déjà tout faire. Isabelle posa le couteau et se tourna vers elle. Peut-être que vous devriez vous reposer après le trajet ? Je peux gérer toute seule. Oh, je ne suis pas fatiguée, voyons. La belle-mère s'adossa au dossier de la chaise. Je vais juste rester là et regarder. Ça m'intéresse de voir comment tu t'occupes de la maison. Pendant la demi-heure suivante, Anke commenta chaque geste. Les concombres n'étaient pas les bons. Les pommes de terre auraient dû être coupées plus finement, le sel devait être marin, pas ordinaire. Isabelle se tut, termina le plat, mit la table. Au déjeuner, Kir interrogeait sa mère sur les proches, sur ses affaires. Anke parlait avec enthousiasme, lançant parfois des regards vers Isabelle, qui mangeait sa soupe en silence. Kir, tu te souviens comme je te faisais des escalopes quand tu étais petit, sourit la belle-mère, rêveuse. Tu les adorais. Tu en mangeais 3 d'un coup. Je me souviens, maman, sourit Kir. Elles étaient délicieuses. Je peux te donner la recette, dit Anke en regardant Isabelle. Tu apprendras à cuisiner comme il faut. Isabelle posa sa cuillère et s'essuya les lèvres avec la serviette. Merci, je prendrai note. Après le déjeuner, la belle-mère alla se reposer. Kir s'installa devant la télévision. Isabelle faisait la vaisselle en regardant par la fenêtre la ville hivernale. La neige tombait en gros flocons, les lampadaires s'allumaient. Noël approchait, sa fête préférée. Dans son enfance, son père créait toujours une vraie magie. Il décorait le sapin, faisait des biscuits, regardait de vieux films.
Après la mort de sa mère, ils étaient restés tous les deux, et Sven redoublait d'efforts pour que sa fille ne ressente pas le vide. Isabelle sortit son téléphone et écrivit à son père. « Papa, comment ça va ? La belle-mère est arrivée. » La réponse arriva presque aussitôt. « Tiens bon, ma chérie. Si jamais, appelle-moi. Ou viens, je serai toujours heureux de te voir. » Elle sourit et rangea son téléphone. Son père savait toujours quoi dire. Le soir, ils étaient assis dans le salon autour d'un thé. Anke, reposée et pleine d'énergie, se lança dans de longs récits sur une voisine dont la belle-fille était un modèle à suivre. Prenons Mona, par exemple. La belle-mère but une gorgée de thé et reposa sa tasse. Son fils s'est marié il y a 3 ans. Eh bien, sa belle-fille est un vrai trésor. Chaque samedi, elle vient chez sa belle-mère, aide à la maison. Elle cuisine à merveille. Et surtout, quel respect. Mona me dit toujours, Anke, j'ai tellement de chance avec ma belle-fille. Et chez certaines. Elle lança un regard appuyé à Isabelle. Non seulement elles n'aident pas, mais elles ont même la flemme d'appeler une fois de plus. Isabelle serra sa tasse entre ses mains. Elle appelait sa belle-mère chaque semaine, la félicitait pour les fêtes, lui offrait des cadeaux, mais pour Anke, ce n'était jamais assez. Maman, Isabelle travaille, elle n'a pas toujours le temps, tenta Kir, hésitant, de défendre sa femme. Tout le monde travaille, balaya la belle-mère d'un geste. Mais on trouve du temps pour ce qui est important. C'est une question de priorité. Isabelle se leva, prit les tasses et les emporta à la cuisine. Elle resta un moment près de la fenêtre, regardant la neige tomber, et s'autorisa une seconde à imaginer que la belle-mère était déjà repartie. Que l'appartement était de nouveau calme et paisible. Le 24 décembre commença par une inspection du réfrigérateur menée par Anke, levée aux aurores. Kir, appela elle son fils. Il n'y a absolument rien pour les fêtes ici. Comment comptiez-vous fêter Noël ? Isabelle sortit de la chambre, pas encore totalement réveillée. Anke, j'ai fait les courses hier. Il y a tout. Tout. La belle-mère la regarda d'un air sceptique. Pas de vraie charcuterie, le fromage est bon marché, pas de sauce au canneberge. Tu appelles ça tout ? J'ai fait un menu et j'ai acheté selon la liste. Isabelle entra dans la cuisine et ouvrit le carnet où elle avait noté les plats. Regardez, salade de légumes, salade aux petits pois, canard rôti, gratin de pommes de terre, assortiment, salade César. Anke prit le carnet, parcourut la liste du regard et pinça les lèvres. C'est quoi ce menu ? Qui organise une fête comme ça ? Je fais toujours comme ça. Isabelle sentit l'agacement monter. Voilà pourquoi le résultat est médiocre. La belle-mère prit un stylo et commença à rayer les lignes. On enlève la César, ce n'est pas un plat de Noël. Au lieu du canard, il faut faire un poulet farci. On enlève aussi le gratin, on fait des pommes de terre à la française et on ajoute de la gelée. Qui aime ça ? Isabelle regardait la belle-mère rayer son menu et sentait quelque chose se nouer douloureusement en elle. Anke, je ne sais pas faire de gelée. Tu apprendras. La belle-mère lui tendit la liste corrigée. Je sais ce que Kir aime. Tu veux bien faire plaisir à ton mari, non ? Kir rentra dans la cuisine en bâillant. Maman, qu'est-ce que tu fais ? J'aide ta femme, sourit Anke. On fait un menu correct. Isabelle regarda son mari, espérant qu'il dirait quelque chose pour la soutenir. Mais Kir se contenta de hocher la tête. Oui, maman, tu sais mieux que nous. Isabelle prit la liste et sortit de la cuisine, sentant les larmes lui monter à la gorge. Elle s'enferma dans la salle de bain, se lava le visage à l'eau froide et se regarda dans le miroir. Visage pâle, cernes sous les yeux, lèvres crispées. 14 jours. Non, déjà 13. Elle sortit son téléphone et appela son père. Sven répondit à la deuxième sonnerie. Ma chérie, bonjour. Comment ça va ? Isabelle inspira profondément, essayant de parler calmement. Ça va. Je voulais juste entendre ta voix. Il s'est passé quelque chose ? Son père perçut aussitôt la tension dans sa voix. Non, tout va bien. La belle-mère est arrivée, on se prépare pour les fêtes. Je vois. Sven resta silencieux un instant. Isabelle, si quelque chose ne va pas, dis-le. Tu sais que je suis toujours de ton côté. Je sais, papa, merci. Je suis juste un peu fatiguée. L'appartement est en ordre, tout va bien ?
Oui, tout est parfait. Bon, si besoin, appelle-moi à n'importe quelle heure, ou viens me voir, je serai ravi. Ils se dirent au revoir et Isabelle sortit de la salle de bain. Dans la cuisine, la belle-mère s'était déjà installée comme chez elle. Elle réorganisait les produits dans le réfrigérateur, examinait les casseroles, vérifiait les réserves d'épices. Voilà, dit-elle en montrant le paquet de poulet. Celui-là, il faut le farcir. Je vais t'expliquer comment faire correctement. Pendant les 2 heures suivantes, Anke dicta les instructions, comment couper, comment faire mariner, combien de sel ajouter. Isabelle obéissait en silence, faisant tout pour ne pas craquer. Kir était assis au salon, jouait sur son téléphone, passait parfois à la cuisine pour se servir un thé ou prendre un biscuit. Le soir, quand Isabelle sortit du four une première fournée de gratin, la belle-mère goûta un morceau et fit la grimace. Un peu sec. Il fallait mettre plus de crème. J'ai suivi la recette. Isabelle s'appuya, épuisée, contre le plan de travail. Les recettes, c'est bien, mais il faut aussi sentir les choses, soupira Anke. Enfin, ce n'est pas grave. À Noël, tu feras mieux. Le soir, quand la belle-mère se retira dans sa chambre, Isabelle s'effondra sur le canapé à côté de Kir. Je suis épuisée, avoua-t-elle. Allez, tiens bon. Sans quitter son téléphone, Kir lui tapota le genou. Maman veut juste aider. Aider? Isabelle se tourna vers lui. Kir, elle m'a commandé toute la journée. Elle a refait mon menu, critiqué chacun de mes gestes. Isabelle, ne dramatise pas. Le mari la regarda enfin. Maman veut simplement que la fête soit réussie. Elle a de l'expérience, elle cuisine depuis des années. Donc moi, je ne sais rien faire? Je n'ai pas dit ça. Kir posa son téléphone, agacé. Ne crée pas de conflit pour rien. Supporte un peu, elle repartira. Isabelle se leva et partit dans la chambre sans ajouter un mot. Elle s'allongea sur le lit, les yeux fixés au plafond. Une seule pensée tournait dans sa tête. Avant, Kir n'était pas comme ça. Avant, il la défendait, la soutenait, était de son côté. Mais à chaque visite de sa mère, il s'éloignait un peu plus, comme si elle jetait sur lui un filet invisible dont il s'en mêlait sans s'en rendre compte. Isabelle ferma les yeux et pensa à son père, à sa manière de toujours trouver les mots justes, de la soutenir dans les moments difficiles. Sven était un homme calme, peu bavard, mais derrière ce calme se cachait une volonté de faire. Il n'élevait jamais la voix, mais savait remettre les gens à leur place d'un simple regard. Avec lui, Isabelle s'était toujours sentie protégée. En s'endormant, elle pensa que le 25 approchait. Qu'il fallait rassembler ses forces, passer cette journée, et qu'ensuite tout irait mieux. Forcément, tout irait mieux. Le 25 décembre, Isabelle se réveilla à 6 heures du matin. Pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle n'arrivait plus à dormir. Dans sa tête défilait la liste des choses à faire. Finir les salades, rôtir le canard, préparer la gelée qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Mettre la table, décorer l'appartement. La veille au soir, Anke avait encore revu le menu, en ajoutant 2 points. Et tu feras aussi des canapés et un plateau de fruits. Qui aime les ananas? Isabelle sortit discrètement de la chambre et entra dans la cuisine. Dehors, il faisait encore nuit, la ville dormait. Elle alluma la lumière, mit la bouilloire sur le feu, sortit les produits du réfrigérateur. Elle commença par la gelée. La belle-mère avait expliqué la recette la veille, et Isabelle avait tout noté, mot pour mot, de peur de se tromper. Pendant que l'eau chauffait, elle se mit aux salades. Pommes de terre, carottes, œufs. Tout devait être cuit, refroidi, coupé. Elle travaillait vite, mécaniquement, en essayant de ne penser à rien d'autre qu'au geste. À 8 heures, plusieurs casseroles bouillonnaient déjà sur la cuisinière. La planche à découper était couverte de légumes hachés. Isabelle sentait ses jambes lui faire mal, son dos la lancer, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Il restait encore la moitié à faire. À 8h30, qui rentra dans la cuisine. En pyjama, les cheveux en bataille. « Pourquoi tu t'es levé si tôt ?» Il bâilla, s'étira. « Il faut tout préparer. » Isabelle remuait sans se retourner. « Tu as encore le temps. » Kir se servit un café dans la cafetière qu'elle avait faite plus tôt. « Ne te mets pas autant de pression. » Elle se tut. Elle aurait voulu dire que, sans les exigences de sa mère, elle aurait effectivement eu le temps. Que son propre menu était plus simple et plus rapide.
Mais ça ne servait à rien de discuter. Kir finit son café et resta un moment à regarder sa femme couper les pommes de terre pour la salade. Écoute, je dois aller au magasin. Acheter du champagne et des serviettes. Maman a dit hier que celles que tu as prises sont un peu bon marché. Isabelle posa le couteau et le regarda. Kir, j'ai acheté de bonnes serviettes, 3 épaisseurs, avec un motif de fête. Oui, mais maman a dit qu'elles ne conviennent pas, il haussa les épaules. Je reviens vite, dans 1 heure. Il partit. Isabelle resta seule dans la cuisine, entourée de casseroles, de planches à découper et d'une montagne de vaisselle. Elle soupira, s'essuya les mains avec un torchon et reprit la découpe. Chaque cube était régulier, identique. Elle avait toujours aimé l'ordre. Son père lui avait appris cela. Si tu fais quelque chose, fais-le bien. Même les détails comptent. À 10 heures, Anke entra dans la cuisine. Elle portait un peignoir, les cheveux relevés en chignon, avec l'air énergique de quelqu'un venu inspecter ses troupes. Bonjour. Isabelle essaya de sourire. La belle-mère hocha la tête, s'approcha de la cuisinière et regarda dans la casserole de gelée. Depuis combien de temps ça cuit ? 2 heures. Ce n'est pas assez, il faut au moins 4. Tu le sais bien. J'ai mis sur le feu à 6 heures. Isabelle jeta un coup d'œil à l'horloge. Donc encore 2 heures. D'accord. Anke prit une cuillère et goûta la sauce. Pas assez salée, et ajoute encore des épices. Isabelle ajouta du sel sans rien dire. La belle-mère examina ensuite les légumes coupés pour la salade. Les pommes de terre sont coupées trop gros, il fallait plus fin. Je coupe toujours comme ça. Voilà pourquoi ta salade n'est jamais comme il faut, secoua la tête Anke. Enfin, la prochaine fois, tu apprendras. Elle se servit un thé et s'installa sur une chaise près de la table. Isabelle continua de travailler, sentant sur elle le regard évaluateur de sa belle-mère. Chaque geste, chaque action était sous contrôle. Et les concombres, tu les as pris frais ? Demanda Anke. Oui, hier. Tiens, regarde. Isabelle sortit les concombres du réfrigérateur. La belle-mère en prit un, l'examina, le sentit. Pas les bons. Il fallait en prendre des plus petits. Ceux-là sont trop gros, les graines sont énormes, dans la salade ce ne sera pas joli. Anke, ce sont des concombres normaux. Isabelle sentit sa patience s'effriter. Tu crois que je ne sais pas reconnaître ? La belle-mère reposa le concombre. Je cuisine depuis 40 ans. Je sais faire la différence entre un bon produit et un mauvais. Isabelle se mordit la lèvre et retourna à la planche à découper. Elle coupait les carottes cuites, essayait de respirer calmement, comptait jusqu'à 10. Puis jusqu'à 20. Puis elle se contenta de couper, sans compter. Et les œufs, tu en as fait cuire combien ? Anke ne lâchait pas 10. Pas assez, il en faut 15. Les salades consomment beaucoup d'œufs. La recette est prévue pour 10. Les recettes, c'est relatif. La belle-mère balaya l'air de la main. Une bonne ménagère sait toujours combien il faut. Fais en cuire 5 de plus. Isabelle posa une casserole, versa de l'eau, ajouta les œufs. Ses mains bougeaient machinalement. Une seule pensée lui tournait dans la tête. Encore un jour. Juste un jour, et le pire serait derrière elle. Kir revint 2 heures plus tard. Il était déjà midi. À ce moment-là, Isabelle avait terminé la première salade et commençait la seconde. Anke était restée tout le temps dans la cuisine, donnant des conseils, soupirant, secouant la tête. Maman, j'ai acheté les serviettes, annonça Kir en posant les sacs sur la table. Regarde comme elles sont jolies. Voilà, bravo mon fils. La belle-mère sortit le paquet et l'examina. Rien à voir avec celle qu'Isabelle avait prise. Celles-là, on a honte de les mettre sur la table. Kir jeta un regard à sa femme, mais ne dit rien. Isabelle se tourna vers la cuisinière, sentant les larmes couler sur ses joues. Elle les essuya du revers de la main et fit semblant de vérifier la cuisson des pommes de terre pour le gratin. Kir, tu as pris un bon champagne ? Demanda Anke. Bien sûr, maman. Un brut, comme tu aimes. Bravo. La belle-mère sourit. Isabelle, tu entends ? Kir sait ce que j'aime. Voilà ce que c'est qu'un fils attentionné. Isabelle ne répondit pas. Elle égoutta les pommes de terre et commença à les écraser en purée pour le gratin. Kir partit dans une autre pièce,
laissant sa mère dans la cuisine. Anke termina son thé, se leva et s'approcha de la cuisinière. « Laisse-moi voir comment tu fais le gratin. Je vais y arriver. » Isabelle essaya de rester calme. « Oh non, je préfère contrôler. » La belle-mère prit une cuillère et goûta la purée. « Ne sois pas radine avec le beurre. Le gratin doit être fondant. J'en ai mis selon la recette. » Pas assez. Ajoute encore 50 grammes. Isabelle ajouta le beurre sans un mot. Anke se tenait à côté, observant comment elle étalait la purée dans le plat, lissait la surface, ajoutait le fromage. Le fromage aussi, tu en mets trop peu. Il en faut plus pour avoir une belle croûte. Isabelle rajouta du fromage, mit le plat au four, se redressa, s'essuya les mains et regarda l'horloge. 13 heures. Il restait encore le canard, les canapés, les assortiments, la décoration de la table. Je vais me reposer, annonça Anke. Continue ici. Si besoin, appelle-moi. La belle-mère partit et Isabelle se retrouva enfin seule. Elle s'appuya sur le plan de travail, ferma les yeux et s'accorda quelques secondes de silence. Puis elle sortit le canard et commença à préparer la farce, pommes, pruneaux, épices. Ses mains travaillaient toutes seules, ses pensées se mélangeaient. Elle se souvenait du temps où elle aimait cuisiner, où cela lui faisait plaisir, surtout avant les fêtes. Aujourd'hui, chaque plat lui coûtait. Chaque minute passée dans la cuisine était une épreuve. Le téléphone vibra. Un message de son père. « Comment ça va, ma chérie ? N'oublie pas, je t'attends aujourd'hui à 7 heures. Viens avec Kir, on fêtera ça ensemble. » Isabelle répondit. « Papa, on fête à la maison. La belle-mère est là. »« Mais merci. Tu viendras chez nous ? » ?»« Bien sûr, je serai là à 7 heures. »« Je t'attends. » Elle sourit et rangea son téléphone. Son père arrivait toujours à l'heure. Avec des cadeaux, avec un sourire, avec ce calme qui rendait chaque journée meilleure. Sven n'était jamais envahissant. Il ne donnait pas de conseils inutiles, mais il était toujours là quand il fallait. Le canard rôtissait, l'odeur des pommes et des épices se répandait dans l'appartement. Isabelle prépara les canapés, charcuterie, fromage, olives, tout piqué sur des brochettes et joliment disposé sur un plat. Puis elle coupa les légumes et les fruits, ajouta de la verdure pour décorer. À 16 heures, l'essentiel était prêt. Il ne restait plus qu'à mettre la table. Anke revint dans la cuisine, fraîche après sa sieste. « Alors, tu as fini ? » Elle examina les plats. « Laisse-moi goûter. » La belle-mère prit une fourchette, goûta la salade et mâcha pensivement. « C'est un peu fade, trop aqueux, » conclut-elle. Isabelle se figea. « Comment ça ? La salade est trop aqueuse. Tu as mis combien de mayonnaise ? » Comme indiqué dans la recette. Apparemment pas assez. Anke secoua la tête. Tant pis, on ne va pas refaire. On mangera comme ça. Isabelle sentit quelque chose se briser en elle. Elle avait passé la journée entière dans la cuisine. Toute la journée à supporter les remarques, à refaire, à ajouter, à corriger. Et ce n'était toujours pas assez bien. Anke, dit-elle lentement, cherchant ses mots. J'ai fait cette salade selon la recette de ma grand-mère. Elle est toujours réussie. Chaque grand-mère à son niveau, haussa les épaules la belle-mère. Ne te vexe pas, je dis juste la vérité. Elle goûta une autre salade et grimaça de nouveau. Burk, je ne mange pas ça. J'ai l'estomac fragile, la nourriture lourde m'est interdite. Isabelle serra les poings, ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Peut-être que je peux vous préparer autre chose, demanda-t-elle en essayant de rester calme. Inutile, s'exclama Anke avec un geste théâtral. Je vois bien que recevoir des invités t'est pénible. Je ne veux pas être un fardeau. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Isabelle sentit sa voix trembler. Kir, appela la belle-mère son fils, assis au salon. Viens ici. Kir entra dans la cuisine, visiblement agacé d'avoir été interrompu sur son téléphone. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ta femme me manque de respect, dit Anke en portant la main à sa poitrine. Je vois bien que je suis de trop ici. Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Kir regarda Isabelle, déconcertée. Isabelle, qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne s'est rien passé, répondit Isabelle en s'appuyant, épuisée, contre la table.
J'ai juste proposé de préparer autre chose si mon salade ne lui plaisait pas, ne lui plaît pas. Anke leva les bras au ciel. J'ai dit que j'avais l'estomac fragile. Et elle m'a répondu qu'elle ne cuisinerait pas, je n'ai jamais dit ça. Kir, tu entends? La voix de la belle-mère monta. Elle me parle mal. À mon époque, les belles filles ne se comportaient pas comme ça. Kir se gratta la tête, regarda sa mère, puis sa femme. Isabelle, tu sais bien que maman est sensible. Je suis restée toute la journée en cuisine. Isabelle craqua. Je me suis levée à 6 heures. J'ai fait tout ce qu'elle a demandé. J'ai changé le menu, ajouté des épices, recoupé les légumes 10 fois. Je suis épuisée. Peut-être qu'elle pourrait arrêter de me critiquer? Un silence lourd tomba. Anke devint rouge, ses lèvres se mirent à trembler. Je ne peux pas entendre ça, dit-elle en se tenant le cœur. Kir, soit elle s'excuse, soit je pars. Tout de suite. Je ne supporterai pas une telle attitude. Maman, ne fais pas ça, s'agita Kir entre sa mère et sa femme. Tout le monde est fatigué, les nerfs sont à vif. Calmons-nous. Non. La belle-mère frappa du pied. Je veux des excuses. Maintenant. Kir fixa Isabelle. Un regard long, lourd. Isabelle, excuse-toi. Isabelle crut mal entendre. Pourquoi? Tu vois, Kir? Anke se mit à pleurer, les larmes coulant sur ses joues. Elle est devenue incontrôlable. Elle ne me respecte pas. Elle pense que je suis inutile ici. Je n'ai jamais dit ça. Isabelle sentit ses propres larmes lui monter à la gorge. Isabelle, évitons le conflit, dit Kir d'un ton conciliant, mais son regard était froid. Maman a raison, tu l'as blessée. Excuse-toi, et on n'en parle plus. Isabelle regardait son mari sans le reconnaître. L'homme avec qui elle vivait depuis 3 ans, qui lui avait juré de l'aimer et de la protéger, se tenait maintenant du côté de sa mère, sans chercher à comprendre, sans réfléchir, prenant automatiquement sa défense. Je ne m'excuserai pas, dit-elle doucement. Je n'ai rien fait de mal. Kir serra la mâchoire. Une expression dure, déterminée, apparut sur son visage. Isabelle ne l'avait jamais vue auparavant. Alors va dans la chambre, dit-il froidement. Et n'en sors pas. Je ne veux pas te voir à la table de Noël. Isabelle ne comprit pas tout de suite le sens de ces mots. Quoi? Tu as entendu. Maman a raison. Tu l'as blessée. Va dans la chambre et reste y. Anke cessa de pleurer. Un sourire victorieux, à peine visible, apparut sur son visage. Isabelle le vit. La belle-mère avait gagné. Kir, tu es sérieux? Isabelle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout à fait. Il croisa les bras. Va-t'en. Je ne veux pas que tu gâches notre fête. Isabelle resta debout dans la cuisine, au milieu des plats qu'elle avait préparés toute la journée. Incapable de bouger. C'était irréel. Ça ne pouvait pas être vrai. Kir, dit Anke en posant une main sur l'épaule de son fils. Tu fais ce qu'il faut. Il faut savoir remettre les femmes à leur place, sinon elles dépassent les limites. Kir hocha la tête. Isabelle les regardait, la mère et le fils, côte à côte contre elle, et sentit quelque chose se briser définitivement à l'intérieur. Elle se détourna et alla dans la chambre. Ses pas résonnaient dans le silence de l'appartement. Elle ferma la porte derrière elle, s'y adossa et glissa lentement jusqu'au sol. Les larmes coulaient toutes seules. Elle n'essaya même pas de les retenir. Des voix s'élevèrent du salon. Anke parlait, Kir lui répondait. Puis le bruit de la vaisselle. Il mettait la table. Sa table. Avec sa nourriture, préparée depuis 6 heures du matin. Isabelle sortit son téléphone et regarda l'heure. Le dîner approchait. Elle ouvrit les messages, trouva la conversation avec son père. Elle voulut écrire, mais ne sut pas quoi dire. Que son mari l'avait chassée de la table dans son propre appartement. Que sa belle-mère jubilait pendant qu'elle était enfermée dans la chambre, comme une enfant punie. Elle rangea le téléphone et entoura ses genoux de ses bras. Dans le salon, la musique se mit à jouer, une chanson de fête joyeuse. Anke riait, Kir lui répondait. Il s'amusait. Sans elle. 1 heure passa. Puis une autre. Isabelle resta assise par terre, adossée à la porte, regardant par la fenêtre. Dehors, la neige tombait, les lumières de la ville brillaient.
Ailleurs, des gens se préparaient à fêter Noël avec leurs proches, avec ceux qu'ils aimaient. Et elle était enfermée dans son propre appartement. Vers 6h30, elle entendit Kir aller à la cuisine, ouvrir le réfrigérateur, sortir quelque chose, puis revenir au salon. Des rires, le tintement des verres. Il buvait du champagne. Il répétait, sans doute. Isabelle se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda la cour enneigée. Des enfants glissaient sur la butte, des parents se tenaient à côté, filmaient avec leur téléphone. Une agitation ordinaire, une fête ordinaire. Sauf pour elle. Elle retourna vers le lit, s'allongea et fixa le plafond. Sa tête était vide. Aucune pensée, aucune émotion. Juste le vide et la fatigue. À cette heure précise, la sonnette retentit. Isabelle sursauta et tendit l'oreille. Des pas dans l'entrée, la voix de Kir. J'arrive. Le déclic de la serrure. Puis une voix familière, chaleureuse. Joyeux Noël. Où est ma fille? Son père. Isabelle bondit du lit, ouvrit la porte de la chambre et courut dans le couloir. Sven se tenait dans l'entrée, dans son pull préféré avec des rennes, un énorme sac de cadeaux à la main. Son visage était souriant, lumineux, plein de bonté. Mais son sourire s'éteignit quand il vit sa fille. Isabelle se tenait là, pâle, les yeux rouges, en vêtements d'intérieur. Les cheveux en désordre, le visage marqué par les larmes. Sven tourna lentement les yeux vers le salon. La table était dressée pour 3. 3 assiettes, 3 verres. Anke était assise sur le canapé, satisfaite, dans une robe élégante. Kir se tenait près du père, tendu. « Pourquoi ma fille n'est-elle pas à table ?» demanda Sven d'une voix calme. Kir se redressa, bombant le torse. « Je l'ai mise dehors », répondit-il avec défi. « Elle ne plaît pas à ma mère. » Anke hocha la tête et ajouta, fière, « Il a bien fait. Il faut savoir remettre les femmes à leur place, sinon elles prennent trop leurs aises. » Sven se tut. Il restait dans l'entrée, un sac de cadeaux à la main, fixant son gendre. Il se tut si longtemps que Kir se mit à bouger, à détourner le regard. Anke aussi se tut, jetant des regards incertains autour d'elle. Puis Sven posa lentement le sac par terre, sortit son téléphone de sa poche. Il trouva un contact et appuya sur appel, en mettant le haut-parleur. Au 3e bip, une voix féminine répondit, « Salut, Sven. Joyeux Noël. » « Joyeux Noël, Juliette, » répondit Sven d'un ton tranquille. « Dis-moi, le 3 pièces d'Isabelle au centre vient justement de se libérer. » « Oui, celui-là. On avait parlé d'un loyer à 12 000 € par mois. Tu peux apporter le contrat tout de suite ?» Un silence de mort s'abattit. Kir pâlit. « Quel contrat ?» réussit-il à articuler. Sven le regarda. « Un contrat de location. L'appartement est à moi. Je l'ai offert à ma fille pour son mariage, mais je l'ai gardé à mon nom, au cas où. Juste pour me protéger. Puisqu'Isabelle n'a plus sa place ici, on va le louer. » « Sven, tu es sérieux ?» demanda Juliette, étonnée au téléphone. « Tout à fait. Viens, on règle ça. » « D'accord, j'arrive dans 1 heure. Je trouve des locataires en 2 jours. La demande pour ce type d'appartement est énorme. » « Parfait, je t'attends. » Sven raccrocha, remit son téléphone dans sa poche, puis fixa Kir. « Vous aurez, je pense, jusqu'au 5 pour partir. » Juliette dit qu'elle trouvera vite des locataires. « Je ne veux pas faire attendre les gens. » Anke bondit du canapé. « C'est illégal, » hurla-t-elle. « L'appartement a été donné. On va aller au tribunal. » « Allez-y », haussa les épaules Sven. « L'appartement est à mon nom. Tous les papiers sont en règle. Il n'y a jamais eu d'acte de donation, juste un accord verbal. Et maintenant, l'accord a changé. » Kir se jeta vers son beau-père. « Sven, attendez. On peut en parler. Je ne voulais pas. Tu ne voulais pas quoi ?» Sven le fixa d'un regard lourd. « Tu as chassé ma fille de la table dans son propre appartement. Le soir de Noël. Maman était bouleversée. Isabelle l'a vexée. Vexée ? Sven éleva la voix pour la première fois. Ma fille a passé la journée entière en cuisine. Elle a cuisiné, elle s'est donné du mal. Et toi, tu l'as mise dehors parce que maman était vexée. » Kir ouvrit la bouche,
mais aucun mot ne sortit. Anke voulut intervenir. Sven, vous ne comprenez pas, elle a vraiment. Taisez-vous, la coupa Sven. Vous êtes ici une invitée, et vous vous êtes conduite de façon ignoble. Vous êtes arrivée, vous avez donné des ordres, critiqué, humilié. Et votre fils, au lieu de protéger sa femme, s'est rangé de votre côté. Il se tourna vers Isabelle et lui tendit la main. Isabelle, prépare-toi. On fête Noël chez moi. Normalement. Isabelle s'avança vers son père et prit sa main. Des doigts chauds, solides. Elle serra fort sa paume, sentant les larmes lui remonter à la gorge, mais cette fois, c'était du soulagement. Isabelle, attends. Kir se précipita derrière elle. On peut parler. Je ne pensais pas que tu le prendrais comme ça. Le prendre comment? Sven se retourna. Tu l'as chassé de la table. Qu'est-ce qu'il y a à prendre autrement? Je voulais juste que maman se calme. Aux dépens de ma fille. Sven secoua la tête. Kir, tu laisseras les clés à l'agent immobilier. Juliette passe le 3 janvier, vous signerez tout. C'est mon appartement, cria Anke. Kir, dis-lui. On ne laissera pas faire. Le vôtre? Sven la regarda. Et depuis quand? Vous n'êtes même pas déclaré ici. Isabelle entra dans la chambre, prit un sac et y rangea vite ses papiers, sa trousse de toilette, son téléphone. Ses mains tremblaient, son cœur battait trop fort, mais à l'intérieur, il y avait une sensation étrange, comme si le poids qui l'écrasait depuis des jours venait de disparaître. Elle revint dans l'entrée. Kir avait l'air perdu, Anke hurlait quelque chose sur les avocats et l'injustice. Sven aida sa fille à enfiler sa veste, remonta la fermeture éclair, comme quand elle était enfant. Allez, ma chérie. Ils sortirent de l'appartement. Derrière eux, la porte claqua, coupant les cris de la belle-mère. Dans la cage d'escalier, tout était calme, ça sentait le sapin. Des voisins décoraient un petit arbre sur le palier. Une guirlande clignotait de 1000 couleurs. Dans l'ascenseur, Isabelle s'adossa à la paroi et ferma les yeux. « Papa. Tu es sérieux ?» murmura-t-elle. « Pour l'appartement ?» ?»« Totalement. » Sven passa un bras autour de ses épaules. « Tu crois que je l'ai gardé à mon nom pour rien ? J'ai vu ta belle-mère. J'ai vu comment Kir se comporte quand elle est là, et j'ai compris que tôt ou tard, ça arriverait. » Isabelle ouvrit les yeux et le regarda. « Tu le savais ? » ?»« Je le pressentais. Les gens de ce genre sont prévisibles. Ils prennent le contrôle, ils s'approprient tout. Et les hommes faibles les aident. » Ils sortirent de l'immeuble et allèrent vers la voiture du père. La neige tombait encore, la ville brillait de lumière. Au loin, des pétards éclataient, des gens riaient. La fête continuait. Sven ouvrit la portière, Isabelle s'assit côté passager. Son père démarra et mit le chauffage. « Tu as froid ? » ?»« Non. » Isabelle secoua la tête. « Ça va. » Ils roulèrent dans la ville de nuit. Les rues étaient presque vides, tout le monde était chez soi, en famille. Isabelle regardait par la fenêtre et repensait à ce qui venait de se passer. Tout était allé si vite. 1 heure plus tôt, elle était enfermée dans la chambre, humiliée, coincée. Et maintenant, elle roulait avec son père, libre. « Papa. » « Et Kir ?» demanda-t-elle. « Kir, il aura ce qu'il a choisi, » répondit Sven en haussant les épaules. Maintenant, il assume. Il va vraiment devoir partir ? Bien sûr. L'appartement est à moi, j'en fais ce que je veux. Et moi, je pense que ma fille ne doit pas vivre avec quelqu'un qui ne la respecte pas. Isabelle ne répondit pas. En elle, tout se mélangeait, le soulagement, la douleur, la colère, l'épuisement. 3 ans de mariage. 3 ans qui venaient de se terminer en un seul soir de Noël. Ils arrivèrent chez son père. Un petit 2 pièces en périphérie. Chaleureux, confortable. Sven vivait seul depuis la mort de sa femme, 10 ans plus tôt. Isabelle lui avait proposé de venir vivre avec eux, mais il avait refusé. « Vis ta vie, ma chérie. Moi, je suis bien dans mon nid. » L'appartement sentait la mandarine et les aiguilles de sapin. Un petit arbre se tenait près de la fenêtre, décoré de vieilles boules qu'Isabelle reconnaissait depuis l'enfance. Sur la table, des plats simples, une salade, un poulet rôti, des tartines. « J'avais cuisiné pour une personne, » dit Sven d'un ton un peu coupable. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » « C'est parfait. »
Isabelle serra son père dans ses bras. Merci, papa, pour tout. Ils s'assirent à table. Sven réchauffa la nourriture et versa le thé. À la télévision passait une émission de fête, mais ils ne la regardaient pas. Ils étaient simplement assis, mangeaient, gardaient le silence. Les mots n'étaient pas nécessaires. Puis Sven ouvrit une bouteille de champagne et remplit les verres. Ils se levèrent et levèrent leurs coupes. Joyeux Noël, ma chérie, dit Sven en serrant Isabelle dans ses bras. Que tout aille bien. Isabelle se blottit contre son père, enfouit son visage dans son pull. Les larmes coulaient toutes seules, et elle ne les retenait pas. Elle pleurait de soulagement, de fatigue, de gratitude. Sven lui caressait doucement la tête, sans parler, la laissant pleurer. Quand elle se calma, ils se rassirent à table. Son père resservit du champagne et ils burent à l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Demanda Isabelle à voix basse. Une nouvelle vie, répondit Sven. Tu restes ici autant que tu veux. Tu reprendras tes esprits, tu décideras de la suite. Je t'aiderai. Et Kir ? Kir peut réfléchir à l'endroit où il va vivre, trancha son père. Qu'il ne se fasse aucun souci pour toi. Le téléphone d'Isabelle vibra. Elle le prit. Un message de Kir. Isabelle, c'est n'importe quoi. Reviens, parlons calmement. Maman est partie dormir chez la voisine. Isabelle montra le message à son père. Sven lut et secoua la tête. Bloque-le. Ça suffit. Mais. Pas de « mais », dit-il en la regardant droit dans les yeux. Isabelle, il t'a chassé le soir de Noël à cause des caprices de sa mère. Il n'y a rien à discuter. Isabelle acquiesça et bloqua le numéro de Kir. Puis, après un instant d'hésitation, elle bloqua aussi Anke. Elle posa le téléphone sur la table. Ils restèrent éveillés jusqu'à 2 heures du matin, parlant de tout et de rien. Sven racontait son travail, les voisins, ses projets. Isabelle écoutait, ajoutait parfois quelques mots. Peu à peu, la tension s'évanouissait, laissant place au calme. Quand elle se coucha dans son ancienne chambre, où tout était resté comme 10 ans plus tôt, Isabelle regarda par la fenêtre la vie nocturne. Quelque part là-bas, au centre, dans son appartement, Kir était assis. Seul. Au milieu des salades à moitié mangées et du canard refroidi. Elle essaya d'éprouver de la pitié, mais n'y parvint pas. À l'intérieur, il n'y avait que le vide et un étrange soulagement que tout soit terminé. Elle ferma les yeux et s'endormit profondément pour la première fois depuis plusieurs jours. Le lendemain, Isabelle se réveilla tard. L'horloge indiquait 10h30. Allongée dans son ancien lit, elle regardait le plafond familier sans comprendre tout de suite où elle se trouvait. Puis les souvenirs revinrent. Noël, la dispute, le départ avec son père. La réalité retomba lourdement sur elle. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, c'était un jour d'hiver ordinaire. Ciel gris, courant neigé, quelques passants pressés. La fête était terminée, la vie continuait. Dans la cuisine, son père était déjà assis à table avec son journal et son thé. En voyant sa fille, il posa le journal et sourit. « Bonjour. Bien dormi ? » « Oui, » répondit Isabelle en s'asseyant en face de lui. « Merci de m'avoir accueilli. »« Isabelle, c'est ta maison, » dit Sven en lui versant du thé. « Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Reste autant que tu veux. » Ils prirent le petit déjeuner en silence. Isabelle buvait son thé à petites gorgées, réfléchissant à la suite. Appeler Kir, lui parler, ou tout laisser derrière elle et recommencer à zéro. Le téléphone était posé sur la table, éteint. Elle l'avait coupé avant de dormir pour ne pas voir les messages de son mari. Maintenant, elle ralluma l'écran. 23 appels manqués de Kir, 8 messages. Isabelle ouvrit la conversation et parcourut les messages. Isabelle, ce n'est pas sérieux. Reviens, parlons. Je ne voulais pas te blesser, maman était juste contrariée. Ton père a complètement perdu la tête. C'est mon appartement. Tu m'ignores ? Sérieusement ? Isabelle, réponds tout de suite. Je suis ton mari. Le dernier message avait été envoyé à 3 heures du matin. On va tout discuter. Mais ton père est allé trop loin. Je ne le laisserai pas me chasser de chez moi. Isabelle reposa le téléphone et regarda son père. Il appelle, il écrit. Rien de surprenant, haussa les épaules Sven. Mais ce n'est plus ton problème.
Qu'il appelle tant qu'il veut. Papa, et l'appartement? Tu comptes vraiment le louer? Si nécessaire, oui, répondit-il en buvant une gorgée de thé. Isabelle, je sais que c'est difficile pour toi. 3 ans de mariage ne s'effacent pas en une nuit. Mais ce qui s'est passé hier n'est pas un accident. C'est le résultat de la façon dont Kir te traite. Et tant que sa mère sera là, rien ne changera. Peut-être qu'il faudrait parler, proposa Isabelle avec hésitation. Peut-être qu'il comprendra. Comprendre quoi? Sven secoua la tête. Que chasser sa femme de table, c'est mal? Isabelle, c'est un adulte, il est censé le savoir. S'il ne le comprend pas, les discussions sont inutiles. Isabelle baissa les yeux. Elle savait que son père avait raison. Mais au fond d'elle, il restait encore l'espoir que tout cela soit une erreur, un malentendu qu'on pouvait réparer. C'est juste que... On est ensemble depuis 3 ans, murmura-t-elle. Avant, il était différent. Avant, sa mère n'était pas là, répondit Sven sèchement. Et quand elle est apparue, tu as vu le vrai Kir, faible, incapable de protéger sa famille. Isabelle, ce genre d'homme ne change pas. Ils choisiront toujours leur mère. Elle savait qu'il disait vrai. Mais l'admettre à voix haute faisait mal. La journée passa tranquillement. Ils regardèrent de vieux films, burent du thé, parlèrent de choses sans importance. Isabelle essayait de ne pas penser à Kir, à l'appartement, à l'avenir. Elle se laissait simplement porter, laissant son père prendre soin d'elle, comme quand elle était enfant. Le soir, alors qu'ils étaient assis dans la cuisine, on sonna à la porte. Un coup sec, insistant. Sven se leva et alla à l'interphone. Qui est là? Sven, c'est moi, Kir, répondit la voix tendue du gendre. Ouvrez, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler à Isabelle. Isabelle se figea sur sa chaise. Sven la regarda. Tu veux lui parler? Elle resta silencieuse un instant, puis acquiesça. Oui. Probablement. Son père ouvrit. Kir monta au 4e étage, essoufflé, décoiffé. Il portait les mêmes vêtements que la veille, l'air fatigué et perdu. Isabelle. Il fit un pas vers elle, mais Sven s'interposa. Vous parlerez ici, dans la cuisine, devant moi. Kir serra les lèvres et hocha la tête. Ils entrèrent dans la cuisine et s'assirent à table. Isabelle en face de son mari, Sven debout contre le mur, les bras croisés. Isabelle, je veux que tu rentres, commença Kir d'une voix rapide et nerveuse. Hier, j'ai eu tort, je me suis emportée. Maman m'a poussée à bout, j'ai craqué. Pardonne-moi. Isabelle se tut, observant son mari. Il avait l'air sincèrement coupable. Mais quelque chose dans son regard la mettait mal à l'aise. Il ne la regardait pas vraiment, fuyait le contact. Tu m'as chassée, dit-elle doucement. De la table. Le soir de Noël. Je sais, c'était stupide. Kir tendit la main vers elle, mais Isabelle la retira. Je te demande pardon, vraiment. Oublions ça et repartons à zéro. Et ta mère, demanda Isabelle. Elle aussi pense qu'elle avait tort? Kir hésita. Maman. Enfin, elle a son caractère. Mais je lui parlerai. Elle ne se comportera plus comme ça. Tu lui parleras? Sven eut un ricanement ironique. Kir, hier tu étais à côté d'elle et tu approuvais chacun de ses mots. De quoi comptes-tu lui parler, exactement? Sven, ce sont nos affaires de famille, répondit Kir, tendu. Je suis venu voir ma femme, pas vous. Ta femme que tu as mise dehors, répliqua le père avec un sourire amer. Tu crois vraiment que des excuses vont tout arranger? Je veux réparer la situation, éleva la voix Kir. Isabelle, on est ensemble depuis 3 ans. Tu es vraiment prête à tout jeter à cause d'une dispute stupide? Une dispute stupide? Isabelle sentit la colère monter. Tu appelles ça une dispute stupide? Oui, dit Kir en écartant les mains. On s'est disputé, ça arrive. Mais maintenant je comprends que j'ai eu tort. Rentrons à la maison, fêtons Noël normalement et oublions tout. Rentrer à la maison? Isabelle se leva lentement. De quelle maison parles-tu, Kir? De l'appartement que tu considères comme le tien? Il est à nous, se leva aussi Kir. Ton père n'a pas le droit de le reprendre. Si, j'en ai le droit, répondit Sven calmement. L'appartement est à mon nom, tous les papiers sont en règle.
C'était un cadeau, s'emporta Kir. Vous avez dit vous-même que vous l'offriez pour le mariage. J'ai dit que je donnais un appartement à ma fille, corrigea Sven. Pas que je le mettais à ton nom. Et comme tu le vois, j'ai bien fait. Kir devint rouge et serra les poings. C'est une trahison. Vous avez tout calculé à l'avance. J'ai prévu d'éventuels problèmes, haussa les épaules le père. Et je ne me suis pas trompé. Tu as montré ton vrai visage, Kir. Tu as montré que ma fille ne compte pas pour toi. Que tu es prêt à l'humilier pour l'approbation de ta mère. Ce n'est pas vrai, se tourna Kir vers Isabelle. Isabelle, dis-le lui. Je t'aime. Je veux qu'on soit ensemble. Isabelle regardait son mari et voyait un étranger. Où était l'homme qui, 3 ans plus tôt, lui jurait amour et protection? Où était celui qui promettait d'être là en toutes circonstances? Si tu m'aimes, dit-elle lentement, pourquoi hier as-tu pris le parti de ta mère? Je n'ai pas pris son parti, s'agita Kir. Je voulais juste qu'elle se calme. À mes dépens, sentit Isabelle sa voix trembler. Tu m'as sacrifié pour que maman se sente bien. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un compromis. Un compromis? Sven eut un rire sans joie. Kir, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu as chassé ta femme de table et tu appelles ça un compromis? Arrêtez de vous mêler de notre relation, explosa Kir. Vous lui retournez le cerveau, vous la montez contre moi. Je ne monte rien du tout, répondit Sven en se redressant, la voix dure. Je ne permettrai simplement pas qu'on humilie ma fille. Et si tu crois que tu peux venir ici, raconter n'importe quoi et tout remettre comme avant, tu te trompes. Kir faisait les 100 pas dans la cuisine, se passant nerveusement la main dans les cheveux. Isabelle, dis quelque chose, la supplia Théil. Je veux vraiment arranger les choses. Isabelle se tut. En elle, tout se bousculait. La pitié pour un mari qui avait l'air sincèrement malheureux. La colère pour l'humiliation de la veille. La fatigue de tout cela. Où est ta mère en ce moment? Demanda-t-elle doucement. Kir hésita. Chez la voisine. Elle y a passé la nuit. Et que pense-t-elle de la situation? Elle. Enfin, elle pense que ton père est allé trop loin, détourna Théil le regard. Mais ce n'est pas important. L'important, c'est que je veux qu'on se réconcilie. Pas important? Isabelle sourit amèrement. Kir, ta mère est justement le point central. Tant qu'elle s'immiscera dans notre couple, rien ne changera. Je lui parlerai, assura Kir. Je lui expliquerai qu'elle a tort. Elle comprendra. Tu en es sûr? Sven le regarda avec scepticisme. Hier, tu étais à côté d'elle et tu acquiesçais à chaque mot. Elle jubilait quand tu mettais Isabelle dehors, et tu crois qu'une seule discussion va changer quelque chose? Kir serra les mâchoires, sans répondre. Voilà, acquiesça Sven. Tu n'es pas capable de t'opposer à ta mère. Tu n'as pas pu hier, tu ne pourras pas demain. Et ma fille ne doit pas vivre comme ça. Ça suffit. Kir frappa du poing sur la table. Arrêtez de décider à sa place. Isabelle est capable de décider elle-même. Elle en est capable, acquiesça Sven. Mais je ne la laisserai pas retourner dans une situation où on l'humilie et où on piétine sa dignité. Kir se tourna vers sa femme et s'approcha d'un pas. Isabelle, je t'aime vraiment et je veux qu'on soit ensemble. Reviens, s'il te plaît. Je te promets que tout sera différent. Isabelle plongea son regard dans le sien, cherchant de la sincérité, mais n'y vit que le désespoir de quelqu'un qui réalisait qu'il perdait son appartement et sa vie confortable. Tu veux que je revienne, dit-elle lentement. Ou tu n'as simplement nulle part où aller? Kir resta figé. Quoi? Quelle différence? Une énorme différence, recula Isabelle d'un pas. Tu es venue parce que tu as compris que tu avais eu tort? Ou parce que mon père reprend l'appartement? Je suis venue pour toi, cria Kir. Peu importe la raison. Voilà, acquiesça Sven. Peu importe la raison. Donc ce n'est pas Isabelle qui compte. C'est l'appartement. Ce n'est pas vrai, se tourna Kir vers son beau-père. Vous déformez tout. J'aime ma femme. Alors pourquoi l'as-tu mise dehors hier? Demanda Sven d'un regard lourd. Pourquoi as-tu pris le parti de ta mère? Pourquoi ne l'as-tu pas protégée? Kir ouvrit la bouche, la referma. Il n'avait pas de réponse. Voilà, conclut Sven en écartant les mains. Même maintenant, tu n'arrives pas à expliquer, parce qu'il n'y a pas d'explication.
Tu es simplement un homme faible, incapable de s'opposer à sa mère. Et Isabelle ne doit pas en souffrir. Kir se tenait au milieu de la cuisine, les poings serrés, le visage rouge. Puis il se tourna brusquement vers sa femme. Isabelle, si tu ne reviens pas maintenant, c'est fini. Je ne supplierai pas 2 fois. Isabelle le regarda. Un ultimatum. À la place d'excuses, à la place d'une tentative de comprendre ses sentiments, un ultimatum. Une dernière pression pour la faire céder. Alors c'est fini, dit-elle doucement. Kir resta figé, comme s'il n'avait pas compris. Quoi? Je ne reviendrai pas, se redressa Isabelle en le regardant droit dans les yeux. Pas maintenant, peut-être jamais. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Réfléchir? Kir éclata d'un rire nerveux. Réfléchir à quoi? Je suis ton mari, on est une famille. Une famille? Isabelle secoua la tête. Hier, tu m'as chassé de cette famille. Maintenant, assume les conséquences. Kir se précipita vers elle et lui attrapa le bras. Tu le regretteras, siffla-t-il. Tu crois que je vais laisser ton père me jeter dehors? Je vais trouver un avocat. Je vous traînerai tous les deux en justice. Sven s'avança, desserra les doigts de son gendre du bras de sa fille. Ne la touche pas, dit-il calmement, mais sa voix était d'acier. Cherche autant d'avocats que tu veux. L'appartement est à mon nom, tous les papiers sont en règle. Tu perdras. Kir resta là, haletant, puis se retourna brusquement et sortit de la cuisine. La porte d'entrée claqua. Isabelle retomba sur une chaise et se cacha le visage dans les mains. Sven s'approcha et posa une main sur son épaule. Tu as été courageuse, ma chérie. Je ne me sens pas courageuse, releva Isabelle, les yeux brillants de larmes. Je viens de mettre fin à 3 ans de mariage. Tu viens surtout de te sauver d'une vie humiliante, corrigea son père. Kir ne changera pas, Isabelle. Il a montré son vrai visage. Et c'est mieux que tu l'aies vu maintenant, pas dans 10 ans, quand il y aura des enfants et encore plus de liens. Elle hocha la tête et essuya ses larmes. Sven lui servit un verre d'eau et le lui tendit. Repose-toi. Demain sera un autre jour. Le 2 janvier passa dans une sorte d'engourdissement. Isabelle restait allongée sur le canapé, regardait la télévision sans suivre ce qui se passait à l'écran. Ses pensées se mélangeaient, ses émotions allaient du soulagement à une tristesse aiguë. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix, mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. Le téléphone restait silencieux, Kir ne rappelait plus. Anke non plus. Isabelle ne savait pas si elle devait s'en réjouir. D'un côté, le silence était un soulagement. De l'autre, il signifiait la rupture définitive. Le soir, Juliette, l'agente immobilière de son père, appela. Sven, tout est prêt, dit-elle d'un ton enjoué. Le bail est rédigé, j'ai trouvé des locataires. Un jeune couple loue pour 1 an. Ils veulent emménager le 5. Tes gens vont libérer l'appartement? Ils vont libérer, répondit Sven avec assurance. Ne t'inquiète pas, parfait. Alors on se voit le 3, on signe les papiers. Isabelle entendait la conversation et sentit la panique monter. Tout allait trop vite. Il y a 3 jours, elle vivait encore dans le centre de Paris, dans un grand 3 pièces, avec son mari. Et maintenant, l'appartement allait être loué à des inconnus, son mariage s'effondrait, l'avenir était flou. Papa, l'appela-t-elle quand il raccrocha. Et si on ne se précipitait pas? Peut-être que Kir et moi, on peut encore se réconcilier. Sven la regarda, sérieux. Isabelle, tu veux vraiment te réconcilier avec quelqu'un qui t'a humiliée? Je ne sais pas, avoua-t-elle. Tout est allé tellement vite. Je n'ai pas eu le temps de réaliser. Alors réalise, dit son père en s'asseyant près d'elle. Rappelle-toi, toi, dans la chambre, pendant qu'il s'amusait avec sa mère à la table que tu avais préparée toute la journée. Rappelle-toi quand il t'a dit, va-t'en, je ne veux pas te voir. Rappelle-toi le visage triomphant de ta belle-mère. Et demande-toi si tu veux retourner là-dedans. Isabelle se tut. Les images remontaient, l'une après l'autre. La belle-mère qui critiquait chaque geste. Kir qui fixait son téléphone, indifférent. Son dos courbé devant les casseroles. Les larmes avalées en silence dans la salle de bain. Non, murmura-t-elle. Je ne veux pas, voilà, dit Sven en la serrant contre lui. Alors on fait ce qu'il faut. Le 3 janvier, il allèrent dans le centre. Pour rencontrer Juliette et signer le bail.
Isabelle était nerveuse, mais elle essayait de ne pas le montrer. Sven, lui, restait calme, comme toujours. Ils se retrouvèrent dans un café près de l'immeuble. Juliette, une femme énergique d'une 50aine d'années, arriva avec une chemise de documents. Tout est prêt. Elle étala les papiers sur la table. Voilà le bail, voilà l'état des lieux. Les locataires emménagent le 5. Ils paient le premier mois d'avance. 12 000. Sven parcourut les documents et hocha la tête. D'accord, on signe. Isabelle regardait son père signer et sentit une boule dans la gorge. Ça voulait dire la fin. La fin de sa vie dans cet appartement. La fin de l'espoir de se réconcilier avec Kir. Sven, et qui habite là en ce moment, demanda Juliette. Ta famille? Mon gendre, répondit Sven, bref. Enfin. Ex-gendre, pour être exact. Je vois, dit Juliette avec un hochement de tête compatissant. La vie est imprévisible. Le principal, c'est qu'ils libèrent à temps. Ils libéreront, dit Sven en remettant les papiers dans la chemise. Je m'en occupe. Ils prirent congé de Juliette et sortirent. Isabelle s'arrêta et regarda l'immeuble où elle avait vécu 3 ans. Papa, on peut monter, demanda-t-elle. Je veux récupérer mes affaires. Sven hésita, puis acquiesça. D'accord. Mais je viens avec toi. Ils montèrent au 7e étage. Isabelle sortit ses clés et ouvrit la porte. Dans l'appartement, tout était silencieux, vide. Ils entrèrent dans l'entrée et regardèrent autour d'eux. Kir, appela Isabelle. Tu es là? Aucune réponse. Ils passèrent au salon. Sur la table, des salades entamées, recouvertes de films alimentaires. Dans l'évier, une montagne de vaisselle sale. Une odeur de renfermé et d'acide flottait dans l'air. Apparemment, ils n'avaient rien rangé après la fête. Sven grimaça. Isabelle entra dans la chambre. Le lit était défait, la couette par terre. Les affaires de Kir traînaient partout. Elle ouvrit l'armoire et commença à mettre ses vêtements dans un sac, robe, jean, pull, tout ce qui était à elle. Isabelle. La voix résonna depuis l'entrée. Kir entra dans l'appartement et s'arrêta sur le seuil de la chambre. Il avait l'air encore pire. Barbe de plusieurs jours, t-shirt froissé, yeux rouges. Tu es venu, fit-il un pas hésitant. Pour mes affaires. Isabelle continuait à ranger sans le regarder. Isabelle, attends. Kir s'approcha. Parlons. Normalement. Sans ton père. Mon père est au salon, répondit Isabelle en fermant le sac et en se tournant vers lui. Et je n'ai rien à te dire. Comment ça, rien? Kir écartait les mains. On est une famille. On peut tout réparer. Réparer? Isabelle eut un sourire amer. Kir, tu ne comprends même pas ce qui s'est passé. Tu m'as humilié, tu m'as chassé de table le soir de Noël. Tu as pris le parti de ta mère contre moi. Qu'est-ce que tu veux réparer? J'ai eu tort. Je l'ai compris. Kir lui attrapa la main. Pardonne-moi. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi? Isabelle retira sa main. Alors dis à ta mère qu'elle a tort. Dis-lui qu'elle s'est comportée de façon ignoble. Interdis-lui de venir chez nous sans invitation. Kir hésita. Isabelle. C'est ma mère. Voilà. Isabelle souleva son sac. C'est ta mère, et tu la choisiras toujours. Et moi, j'en ai assez d'être la 3e personne dans notre mariage. C'est injuste. Kir éleva la voix. Je t'aime. Peut-être, dit Isabelle en allant vers la sortie. Mais pas assez. Dans le salon, Sven se tenait debout, les bras croisés. Kir se précipita derrière sa femme. Sven, vous n'allez pas me mettre dehors, tenta-t-il d'un ton conciliant. Parlons calmement. Je suis prêt à payer un loyer. Le loyer sera payé par les nouveaux locataires. Sven ouvrit la porte. Libère l'appartement avant le 5. Tout est signé. Mais où je vais aller? Kir regarda autour de lui, perdu. Ça, c'est ton problème, haussa les épaules Sven. Chez ta mère, par exemple. Je suis sûr qu'elle accueillera son petit garçon à bras ouverts. Kir resta au milieu du salon, les poings serrés. Puis il se retourna brusquement et attrapa son téléphone sur la table.
Très bien, cria-t-il. Je partirai. Mais vous allez le regretter. Je vais trouver un avocat, je vais vous traîner en justice. Je prouverai que l'appartement m'a été donné. Vous n'avez pas le droit. Cherche, répondit Sven calmement. Mais libère avant le 5. Sinon, je viendrai avec un huissier. Isabelle et son père sortirent. La porte claqua, étouffant les cris de Kir. Dans l'ascenseur, Isabelle s'adossa à la paroi et ferma les yeux. Ça y est, ma chérie, dit Sven en la prenant par les épaules. Le pire est derrière nous. Elle hocha la tête, sans ouvrir les yeux. À l'intérieur, une sensation étrange. Le soulagement se mêlait à la nostalgie. 3 ans de mariage venaient de s'achever. Définitivement. Sans retour. Le 4 janvier, Anke appela. Isabelle vit son nom sur l'écran. Elle voulut rejeter l'appel, mais la curiosité l'emporta. Elle décrocha. J'écoute. Isabelle, c'est moi. La voix de sa belle-mère était tendue. Il faut que je te parle. Parlez. Tu as détruit une famille, attaqua Anke sans attendre. À cause de toi, mon fils est à la rue. Il n'a pas d'argent pour louer. Toi et ton père, vous êtes des monstres. Isabelle écoutait et sentait la colère monter. Cette colère qu'elle avait étouffée pendant toutes ces années. Anke, dit-elle lentement, en pesant chaque mot. Votre fils m'a chassé de la table le soir de Noël. Et vous étiez là, assise à côté, à triompher. Et maintenant vous m'appelez pour m'accuser ? Je t'accuse de ne pas savoir être une épouse, cria la belle-mère. Une vraie femme doit supporter, céder, respecter les aînés. Supporter les humiliations ? Isabelle sentit ses mains trembler. Céder quand on me met dehors ? Respecter des gens qui ne me respectent pas ? Tu es une égoïste pourrie, hurla Anke dans le téléphone. Avant, les filles connaissaient leur place. Et toi, tu te prends pour qui ? Tu crois que ton père va te protéger ? On ira au tribunal. On prouvera que l'appartement a été offert à Kir. Allez-y, répondit Isabelle, étrangement calme. Mais sachez que l'appartement est au nom de mon père. Il n'y a jamais eu d'acte de donation. Et un accord verbal, ça ne tient pas au tribunal. On trouvera un moyen. Anke étouffait de rage. On prendra des avocats. Tu vas payer pour ce que tu as fait à mon fils. Je n'ai rien fait, dit Isabelle, doucement mais fermement. C'est votre fils qui a choisi, et maintenant il assume. Elle raccrocha et bloqua le numéro de sa belle-mère. Sven était assis à côté et avait tout entendu. Bravo, approuva Théil d'un signe de tête. Enfin, tu lui as répondu. Isabelle s'assit, posa son téléphone sur la table. Ses mains tremblaient encore, son cœur battait trop vite. Mais à l'intérieur, c'était léger, comme si elle venait de se débarrasser d'un poids porté pendant des années. Papa. Ils peuvent vraiment faire quelque chose, demanda-t-elle. Par la justice ? Non, secoua Sven. L'appartement est à mon nom, tout est en règle. Il n'y a pas de donation, juste un accord oral que j'ai annulé. Ils peuvent porter plainte autant qu'ils veulent, ils perdront. Isabelle hocha la tête et s'adossa au dossier. Elle croyait son père, il calculait toujours tout à l'avance, prévoyait chaque scénario. Comment tu as deviné, demanda-t-elle tout bas. Que ça finirait comme ça ? Je n'ai pas deviné, dit Sven en haussant les épaules. J'ai anticipé. Isabelle, la première fois que j'ai vu Anke, j'ai compris que c'était une manipulatrice. Elle a l'habitude de tout contrôler, surtout son fils. Et Kir est faible, il ne saura pas lui tenir tête. Un jour ou l'autre, tu aurais dû choisir, subir ou partir. Moi, j'ai juste préparé une issue de secours. Isabelle regardait son père avec une gratitude mêlée d'admiration. Cet homme calme, discret, qui ne levait jamais la voix, s'avérait plus solide que tous les autres. Merci, papa, dit-elle en le serrant dans ses bras. Pour tout. Il n'y a pas de quoi, ma chérie. Sven lui caressa les cheveux. Je suis ton père. Mon rôle, c'est de te protéger. Le soir du 5 janvier, Juliette rappela. Sven, l'appartement est libéré, annonça-t-elle. Ton ex-gendre est parti. Par contre, il a laissé un bazar monstrueux. Mais les nouveaux locataires sont prêts à nettoyer eux-mêmes. Ils emménagent demain matin. Parfait, répondit Sven. Merci, Juliette. De rien.
J'ai l'argent du premier mois. Je te le donne demain. Isabelle écoutait et comprenait, c'était la fin. Kir était parti. D'autres gens allaient vivre là-bas. Son ancienne vie venait de se fermer pour de bon. Elle se leva, alla à la fenêtre et regarda la ville du soir. Des lumières brillaient aux fenêtres, des gens rentraient, pressés. La vie continuait. La sienne aussi devait continuer. Une autre vie, nouvelle, sans Kir ni sa mère. Papa, l'appelait elle. Et maintenant? Je fais quoi? Sven la rejoignit et se plaça à côté d'elle. Tu vis, répondit-il simplement. Tu te reposes, tu remets de l'ordre dans ta tête, tu décides de ce que tu veux. Peut-être un nouveau travail, un nouveau logement. Ou tu restes ici, avec moi. Moi, ça me ferait plaisir. Isabelle posa sa tête sur son épaule. Je ne sais pas encore ce que je veux. Ce n'est pas grave, dit Sven en l'enlaçant. Tu as le temps. Ne te presse pas, ils restèrent là, à regarder la ville. Et Isabelle sentit le calme revenir doucement. L'inconnu était devant elle, mais il ne lui faisait plus peur. Parce qu'à côté d'elle, il y avait quelqu'un qui la protégerait toujours, la soutiendrait toujours, serait toujours de son côté. Son père. Le 6 janvier, Isabelle se réveilla au son du téléphone. À moitié endormie, elle attrapa l'appareil sur la table de nuit. Numéro inconnu. Oui, répondit-elle d'une voix rauque. Isabelle? Une voix féminine, officielle. C'est Juliette, l'agente immobilière de votre père. Désolée de vous déranger si tôt, mais il y a un problème. Isabelle se redressa sur le lit, complètement réveillée. Quel problème? Les nouveaux locataires sont venus emménager, mais dans l'appartement. Juliette hésita. Bref, venez voir vous-même. Votre ex-mari a laissé quelque chose. Mes clients refusent d'entrer tant que ce n'est pas nettoyé. Qu'est-ce qu'il a laissé? L'inquiétude remonta dans la poitrine d'Isabelle. Venez, vous verrez. Juliette soupira. Je vous attends. Isabelle s'habilla vite et réveilla son père. Sven écouta, fronça les sourcils. On y va, dit-il simplement. On va voir ce que ton petit mari a encore fait. Ils arrivèrent au centre en 40 minutes. Devant l'immeuble, un jeune couple attendait avec des cartons, et Juliette, désemparée. Vous voilà, souffla-t-elle, soulagée. On monte. Ils montèrent au 7e étage. Juliette ouvrit la porte avec ses clés, et Isabelle resta figée sur le seuil. L'appartement ressemblait à une scène après explosion. Des affaires traînaient partout, des bouteilles vides, des mégots. Sur les murs du salon, quelqu'un avait écrit au marqueur « C'est mon appartement. Tu paieras pour tout ». Dans la cuisine, une montagne de vaisselle sale débordait de l'évier. Des restes de nourriture étaient étalés sur le plan de travail. Une odeur aigre, rance, insupportable. Mon Dieu! Isabelle porta la main à sa bouche. Qu'est-ce qu'il a fait? Une soirée d'adieu, visiblement, dit Sven en entrant dans le salon et en observant. Et il a décidé de nous laisser un cadeau empoisonné. Juliette resta dans l'entrée, le visage tordu. Sven, mes clients refusent d'emménager là-dedans. Ils veulent un appartement propre, comme convenu. Il sera propre, dit Sven en sortant son téléphone. J'appelle une équipe de nettoyage. Ce soir, tout sera remis en état. Il appela, s'arrangea, raccrocha, puis se tourna vers sa fille. Isabelle, prends ce dont tu as encore besoin. Le reste, on jette. Isabelle entra dans la chambre. Là, c'était un peu moins pire, mais le lit était défait, le matelas contre le mur. Par terre, il y avait des choses à elle, celles qu'elle n'avait pas eu le temps de récupérer la dernière fois, maquillage, livres, photos. Tout était entassé en tas, comme si Kir avait fait exprès de tout retourner pour se venger. Elle commença à mettre ses affaires dans un sac. Ses mains tremblaient de rage. Comment avait-il pu? Comment avait-il pu faire ça? C'était son appartement, son chez elle. Et lui l'avait transformé en décharge, par vengeance. Isabelle. La voix venait du salon. Elle sortit. Sven se tenait près de la fenêtre, un papier froissé à la main. C'est quoi? Demanda Isabelle. Un mot de Kir. Son père lui tendit la feuille. Il était sur la table. Isabelle déplia le papier et lut l'écriture irrégulière. Isabelle, j'espère que tu es contente.
Tu as détruit notre famille. Toi et ton père, vous m'avez pris ma maison. Maintenant je vis chez ma mère, dans un minuscule appartement en périphérie, pendant que toi tu fais la fête. Mais sache que je ne te pardonnerai jamais. Tu regretteras ton choix. Isabelle replia lentement le papier et le posa sur la table. À l'intérieur, il n'y avait ni colère ni pitié. Juste du vide et de la fatigue. Il n'a toujours rien compris, dit-elle tout bas. Il n'a pas compris, confirma Sven. Et il ne comprendra pas. Ce genre de personne accuse toujours les autres de ses problèmes. C'est plus facile de rejeter la responsabilité que d'avouer sa propre faiblesse. L'équipe de nettoyage arriva, 3 femmes avec des seaux, des chiffons et des produits. Sven expliqua la situation, discuta le prix. Elles se mirent au travail, et peu à peu, l'appartement recommença à avoir l'air normal. Isabelle et son père allèrent dans un café à côté et commandèrent un café. Ils restèrent silencieux, chacun perdu dans ses pensées. « Papa » reprit Isabelle. « Et s'il va vraiment au tribunal ?»« Qu'il y aille » haussa les épaules Sven. « Je n'ai pas peur. Tous les documents sont de mon côté. Le seul résultat, c'est qu'il dépensera de l'argent en avocat. Pour perdre. Anke va le pousser. » Bien sûr, ricana son père. Elle ne lâchera pas. Elle cherchera à récupérer l'appartement, à se venger, à comploter. Mais c'est du vent. La loi est de notre côté. Isabelle but une gorgée et regarda dehors. Des gens passaient, certains couraient au travail, d'autres promenaient leurs enfants. La vie ordinaire continuait, malgré son drame. « Je me sens coupable » avoua-t-elle doucement. « Coupable de quoi ?» Sven la regarda, surpris. « Parce que Kir vit maintenant chez sa mère. Parce qu'il n'a plus de logement à lui. » Isabelle. Son père posa sa main sur la sienne. « Tu n'es pas responsable de son mauvais choix. Il pouvait te défendre, te soutenir, dire à sa mère qu'elle avait tort. Il ne l'a pas fait. Il a choisi sa mère, et maintenant il vit avec les conséquences. Mais c'est mon mari. C'était ton mari. C'était, corrigea Sven. Le mot important, c'est qu'était. Isabelle, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne te respecte pas. Qui est prêt à t'humilier pour l'approbation de sa mère. Ça, ce n'est pas un mariage. C'est une dépendance. Isabelle hocha la tête et essuya les larmes qui montaient. Elle comprenait que son père avait raison. Mais comprendre et accepter, ce n'était pas la même chose. Le soir, l'appartement était nettoyé. L'équipe avait fait du bon travail, sol lavé, murs débarrassés des inscriptions, vaisselle récurée, poubelle sortie. Juliette inspecta le résultat et hocha la tête, satisfaite. Là, on peut faire entrer les locataires, dit-elle. Sven, merci d'avoir réagi si vite. De rien. Sven paya les femmes de ménage, puis se tourna vers l'agente. Tes clients emménagent quand? Demain matin. L'argent du premier mois est avec moi, je te le donne tout de suite. Juliette sortit une enveloppe et la tendit à Sven. Il compta les billets et acquiesça. Parfait. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Ils se dirent au revoir et sortirent. Isabelle se retourna une dernière fois et regarda les pièces vides. Elle avait vécu ici 3 ans. Elle y avait rêvé d'un avenir avec Kir, fait des plans, cru en leur famille. Et maintenant, tout ça appartenait au passé. Allez, ma chérie, dit Sven en la prenant par le bras. Ça ne sert à rien de rester planté là. Ils descendirent, montèrent en voiture. Son père démarra, mais ne bougea pas tout de suite. Il la regarda. Et toi, ça va? Je ne sais pas, souffla Isabelle. C'est étrange. Comme si toute une vie venait de s'arrêter. Une vie s'est arrêtée, dit Sven en démarrant. Une autre commence. Tu es jeune, intelligente, belle. Il y a encore beaucoup de bonnes choses devant toi. Isabelle ne répondit pas. Elle regardait la ville défiler derrière la vitre et pensait à la suite. À comment vivre maintenant? À qui elle était, sans mari, sans appartement, sans cette vie à laquelle elle s'était habituée. Le 7 janvier, un numéro inconnu appela. Isabelle répondit prudemment. Allô? Isabelle? Une voix d'homme, professionnelle. Je m'appelle Philippe Offland, je suis avocat. Je représente Kir. J'ai besoin de vous rencontrer pour discuter de l'appartement. Isabelle sentit tout se contracter en elle.
Discuter de quoi? Mon client estime que l'appartement lui a été offert par votre père lors du mariage. Il est prêt à le prouver au tribunal, mais il souhaiterait d'abord régler la question à l'amiable. Il n'y a jamais eu de donation, dit Isabelle, la voix tremblante. L'appartement est au nom de mon père, et il a le droit d'en disposer. Je comprends votre position, répondit l'avocat d'un ton conciliant. Mais peut-être pouvons-nous trouver un compromis. On se voit, on en parle. Non, coupa Isabelle, ferme. Il n'y a rien à discuter. Cet appartement n'est pas à lui. Alors nous nous verrons au tribunal, soupira l'avocat. La plainte sera déposée dans les prochains jours. Il raccrocha. Isabelle baissa le téléphone et regarda son père, assis à côté, qui avait tout entendu. Ils vont au tribunal, dit-elle doucement. Qu'ils y aillent, répondit Sven tranquillement en finissant son thé. On gagnera. J'ai tous les documents qui prouvent que l'appartement est à moi. Eux, ils n'ont que des paroles. Et si le tribunal leur donne raison? Il ne leur donnera pas raison. Son père secoua la tête. Isabelle, calme-toi. J'ai tout prévu. Même s'ils prennent le meilleur avocat de la ville, ils perdront. La loi est de notre côté. Isabelle voulait le croire, mais la peur ne la lâchait pas. Elle imaginait le procès, les avocats, les témoins. Kir l'accusant de tout. Anke souriant, triomphante, si jamais ça tournait en leur faveur. Papa. Et si on trouvait un arrangement, proposa-t-elle faiblement. Rendre l'appartement à Kir et oublier tout ça? Sven la fixa longuement. Isabelle, dit-il lentement, durement, si tu lui rends l'appartement, qu'est-ce que ça change? Tu retournes chez lui? Tu vis avec lui et sa mère, tu supportes les humiliations? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi lui donner l'appartement? Sven écartait les mains. Pour que Kir soit content? Pour qu'Anke triomphe? Isabelle, ces gens ne te respectent pas. Ils t'ont utilisé, humilié, chassé de chez toi. Et maintenant tu veux leur faire un cadeau? Isabelle baissa les yeux. Il avait raison, comme toujours. Je suis juste fatiguée du conflit, avoua-t-elle. Je sais. Sven la prit par les épaules. Mais ça va se finir. Le procès prendra quelques mois, on gagnera, et ils nous lâcheront. Tiens bon encore un peu. La plainte fut déposée le 12 janvier. Isabelle reçut une convocation pour le 25. Elle lut le document, et ses mains tremblèrent. Kir demandait que la propriété de l'appartement lui soit reconnue, en s'appuyant sur un accord verbal et sur le fait qu'il y avait vécu 3 ans comme un propriétaire à part entière. Du délire, lâcha Sven en posant les papiers. Du délire total. Un accord verbal ne vaut rien sans preuves écrites. Et il n'en a pas, et s'il trouve des témoins? Quels témoins? Ricana son père. Qui va confirmer que je lui ai offert l'appartement? Toi et moi, on sait la vérité. Et à ce mariage, il n'y avait personne d'autre. Anke peut dire que tu avais promis. Elle peut dire ce qu'elle veut, haussa les épaules Sven. Mais ces paroles ne sont pas des preuves. Il faut des documents. Et les documents, ils sont de mon côté. Isabelle hocha la tête en essayant de se calmer. Mais la peur ne la quittait pas. La nuit, elle restait éveillée, faisant défiler dans sa tête tous les scénarios possibles. Et si le tribunal prenait le parti de Kir? Et s'il existait une faille dans la loi? Et s'il perdait l'appartement? Le 25 janvier, ils se rendirent au tribunal. Une petite salle, des bancs en bois, une juge d'une 50aine d'années au visage fatigué. Kir était assis en face, avec son avocat. À côté de lui, Anke, en tailleur noir, le visage solennel. La juge ouvrit l'audience et exposa l'objet de la plainte. L'avocat de Kir se leva et commença à présenter sa position. Madame la juge, mon client a vécu 3 ans dans cet appartement en pensant qu'il lui appartenait. Lors du mariage de sa fille, Sven a déclaré qu'il offrait l'appartement aux jeunes mariés. Il y a des témoins prêts à le confirmer. Quels témoins? Demanda la juge en levant les yeux. Anke, la mère du plaignant. Elle était présente au mariage et a entendu la promesse du défendeur. Sven se leva et demanda la parole. Madame la juge, j'ai effectivement dit que je donnais l'appartement à ma fille. À ma fille, pas à son mari. L'appartement a toujours été à mon nom. Aucun document de transfert de propriété n'a jamais été signé. Mais vous avez laissé mon client y vivre pendant 3 ans, s'exclama l'avocat de Kir.
Il a investi de l'argent dans les travaux, dans le mobilier. Quel argent? Sven esquissa un sourire ironique. Tous les meubles ont été achetés avec l'argent de ma fille. Les travaux ont été faits avant leur mariage. Kir n'a pas investi un seul euro dans cet appartement. C'est faux. Anke se leva d'un bond. Mon fils. Asseyez-vous, la coupa la juge d'un ton sec. Vous n'avez pas la parole sans l'autorisation du tribunal. Anke se rassit, les lèvres pincées. Kir triturait nerveusement un stylo, évitant de regarder Isabelle. La juge examina les documents apportés par Sven, titre de propriété, acte de vente, justificatif de paiement. Tout était à son nom. Le plaignant dispose-t-il de documents prouvant son droit de propriété, demanda la juge. L'avocat hésita. Il n'y a pas de documents, mais il existe un accord verbal. Un accord verbal ne constitue pas une base suffisante pour reconnaître un droit de propriété, trancha la juge. Il faut des preuves écrites. Mais 3 ans. L'avocat éleva la voix. Mon client a vécu dans cet appartement pendant 3 ans. Le fait d'y vivre ne confère aucun droit de propriété, répondit la juge en secouant la tête. Si le propriétaire autorise quelqu'un à occuper le logement, cela ne signifie pas un transfert de propriété. L'audience dura encore 1 heure. L'avocat de Kir tenta différents arguments, cita des cas de jurisprudence, invoqua des articles de loi. Mais la juge resta inflexible. Les documents étaient du côté de Sven, et c'était décisif. Enfin, la juge rendit sa décision. La demande de Kir est rejetée. Le droit de propriété de l'appartement reste à Sven. Anke bondit de son siège. C'est injuste, cria-t-elle. Vous avez acheté la juge. Vous l'avez corrompue. Un mot de plus et je vous inflige une amende pour outrage au tribunal, lança la juge d'un regard glacial. L'audience est levée. Kir restait assis, les yeux fixés au sol, immobile. L'avocat rassemblait ses dossiers en murmurant quelque chose à son client. Anke se tenait debout, les poings serrés, le visage rouge de colère. Isabelle et Sven sortirent de la salle. Dehors, il faisait froid, mais Isabelle ne sentait pas le gel. À l'intérieur, une sensation étrange, un soulagement mêlé de vide. Voilà, dit Sven en serrant sa fille dans ses bras, je te l'avais dit, on gagnerait. Oui, répondit Isabelle en hochant la tête. Tu avais raison. Ils arrivèrent à la voiture et s'installèrent. Sven démarra, puis s'arrêta un instant et la regarda. Comment tu te sens? Fatiguée, avoua Isabelle. Très fatiguée. Je comprends, dit son père en lui caressant la main. Mais le pire est derrière nous. Maintenant, ils nous laisseront tranquilles. Isabelle voulait le croire, mais quelque chose lui disait qu'Anke n'abandonnerait pas si facilement. Et elle avait raison. Le lendemain, le 26 janvier, Isabelle sortit de chez son père et vit Anke devant l'immeuble. Sa belle-mère se tenait là, les bras croisés, le visage déformé par la colère. « Te voilà enfin » lança-t-elle en s'avançant. Briseuse de famille. Isabelle s'arrêta, serrant son sac contre elle. « Anke, laissez-moi tranquille. » « Te laisser tranquille ?» Anke éclata d'un rire hystérique. « Tu as détruit la vie de mon fils. À cause de toi, il a perdu son logement. Maintenant, il vit avec moi dans un minuscule appartement, il dort sur le canapé. Il a fait son choix, répondit Isabelle en sentant la colère monter. Il m'a mise dehors. Vous vous souvenez? Vous étiez là, assise à côté, et vous approuviez. Il voulait te remettre à ta place, répliqua Anke en s'approchant et en pointant un doigt sur la poitrine d'Isabelle. Et toi, tu t'es cru tout permis. Tu penses que ton père te protégera toujours? Ne me touchez pas. Isabelle recula. Et qu'est-ce que tu vas faire, ricana la belle-mère. Aller pleurer chez ton papa? Lui aussi te laissera tomber un jour, tu verras. Quelque chose se brisa à l'intérieur d'Isabelle. Toute la fatigue accumulée, la colère, l'humiliation contenue pendant des mois éclatèrent d'un coup. Elle fit un pas en avant et regarda Anke droit dans les yeux. Vous savez quoi, Anke, dit-elle calmement, mais fermement. Pendant 3 ans, j'ai supporté vos crises, vos critiques, vos humiliations, vos manipulations. J'ai essayé d'être une bonne belle-fille, de vous faire plaisir, de tout faire comme vous le vouliez. Et en retour, je n'ai reçu que du mépris. Tu ne savais pas être une épouse, coupa Anke. Si, je savais, éleva la voix Isabelle.
Je cuisinais, je faisais le ménage, je prenais soin de votre fils. Et vous, vous veniez transformer ma vie en enfer. Vous commandiez, vous critiquiez, vous montiez kir contre moi. Je voulais qu'il soit heureux. Vous vouliez qu'il soit à vous, répondit Isabelle en sentant les larmes monter, sans les laisser couler. Vous êtes incapable de lâcher votre fils. Vous le tenez en laisse, et il ne s'en rend même pas compte. Comment oses-tu? Anneke leva la main, mais Isabelle attrapa son poignet. J'ose, dit-elle en serrant fermement, le regard planté dans le sien. Parce que je n'ai plus peur de vous. Vous pouvez crier, menacer, comploter. Vous ne pouvez plus rien faire. Le tribunal est de notre côté. La loi est de notre côté. Et votre fils a eu ce qu'il méritait. Elle relâcha le poignet d'Anneke et recula d'un pas. Et si vous m'approchez encore, moi ou mon père, je porterai plainte à la police. Pour menace et harcèlement. Anneke resta figée, la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. Isabelle se détourna et s'éloigna sans se retourner. Ses mains tremblaient, son cœur battait à toute vitesse, mais à l'intérieur, une sensation étrange l'envahissait, la libération. Elle arriva au coin de la rue, s'arrêta, s'adossa au mur, reprit son souffle et ferma les yeux. Pour la première fois en 3 ans, elle avait dit à sa belle-mère tout ce qu'elle pensait. Elle ne s'était pas retenue, n'avait pas gardé le silence, n'avait pas avalé l'humiliation. Elle avait parlé. Et c'était la meilleure chose qu'elle pouvait faire. Le soir, Sven rentra du travail et trouva sa fille dans la cuisine, une tasse de thé à la main. Il s'est passé quelque chose? Il remarqua aussitôt la tension sur son visage. Isabelle lui raconta sa rencontre avec Anneke. Sven l'écouta et hocha la tête. Bravo, dit-il calmement. Il était temps que tu lui dises tout ça. Tu ne m'en veux pas? Pourquoi? Son père la regarda, étonné. Parce que tu t'es enfin défendu? Au contraire, je suis fière de toi. Isabelle sentit une chaleur douce l'envahir. Elle serra son père dans ses bras, posa la tête contre son épaule. Merci, papa. Pour tout. Il n'y a pas de quoi, ma chérie, répondit Sven en lui caressant les cheveux. Je suis ton père. Je serai toujours de ton côté. Après ce jour-là, Anneke ne réapparut plus. Kir non plus n'appela, ni n'écrivit. Ils disparurent de la vie d'Isabelle aussi brusquement qu'ils y étaient entrés. Février passa dans le calme. Isabelle se reconstruisait peu à peu, se remettait du stress. Elle trouva un nouveau travail, se mit au yoga, recommença à voir des amis qu'elle avait délaissés pendant ses années de mariage. La vie se remettait en place. Lentement, mais sûrement. En mars, elle trouva un petit studio près de chez son père. Lumineux, cosy, à elle. Sven l'aida à déménager, apporta des meubles, l'aida à tout installer. Alors, ça te plaît? Demanda-t-il quand ils eurent terminé. Parfaitement. Isabelle regarda autour d'elle et sourit. C'est chez moi. Vraiment chez moi. Tant mieux. Sven prit sa fille dans ses bras. Commence une nouvelle vie, ma chérie. Tu le mérites. Isabelle se tenait près de la fenêtre de son nouvel appartement, observant la ville au printemps. La neige fondait, le soleil brillait davantage, les arbres se préparaient à bourgeonner. Tout recommençait. 3 ans de mariage étaient derrière elle. 3 ans d'humiliation, de compromis, de dignité perdue. Mais cela lui avait appris l'essentiel, ne jamais laisser les autres définir sa valeur. Ne jamais accepter le manque de respect. Ne jamais se sacrifier pour ceux qui ne l'apprécient pas. Elle était libre. Libre de relations toxiques, de manipulation, des attentes des autres. Et devant elle s'ouvrait toute une vie, pleine de possibilités. Son téléphone vibra. Un message de son père. Alors, bien installé? Tout te plaît? Isabelle sourit et répondit. Tout va très bien, papa. Merci pour tout. Je t'aime. La réponse arriva aussitôt. Moi aussi, ma chérie. Passe quand tu veux. La porte est toujours ouverte. Elle rangea son téléphone et retourna à la fenêtre. En bas, les gens allaient et venaient, les voitures circulaient, la ville vivait sa vie ordinaire. Et désormais, Isabelle faisait partie de cette vie. Pas la femme de quelqu'un, pas la belle-fille de quelqu'un. Juste elle-même. Et c'était merveilleux.